Explore, première chaîne française sur l'appli Apple TV, plus de 500 heures déjà de documentaires exclusifs ou inédits, un joli coup signé Media One. Edouard Benadava et Vincent Greenbaum de Media One sont nos invités dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Les nouveaux iMac n'ont jamais été aussi imminents, la production de l'iMac Intel 21 pouces 5 est maintenant totalement arrêtée et un iMac à processeur Apple a été repéré dans la toute dernière bêta de macOS Big Sur. Free lance Free Pro, une nouvelle box fibre plus 4G au centre de la table pour le dîner d'Eli. Son nom c'est Rio, reste à savoir si ce radiateur compatible HomeKit réchauffe comme si on était au Brésil, ce sera le test de la semaine. Et puis un capteur qui ne marche pas, on le sait parce qu'on l'a essayé et on risque bien de vous le déconseiller. C'est le 31e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Vous nous aviez découvert sur Watch. Cette saison, plus de 300 émissions à la télé. Depuis la rentrée, iWeek est de retour sous la forme d'un podcast hebdo dédié à l'actualité de l'écosystème Apple. Tous les jeudis avant 20h pendant 1 heure et souvent un petit peu plus. Alors vous êtes désormais des milliers à nous écouter et à nous suivre. Comme on dit, ne dites plus s'abonner surtout. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et les autres. iWeek est disponible sur toutes les meilleures plateformes. Il y en avait 12 jusqu'à maintenant, en incluant Overcast, Podcast Addict et TuneIn notamment. Et nous sommes désormais sur une 13e plateforme. Et elle est française, il s'agit de PodCloud, que plus de 110 000 d'entre vous utilisez chaque mois. Et donc, bienvenue à vous sur podcloud.fr. Bonjour donc et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis Benjamin Vincent et je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Et aujourd'hui encore, on vous propose un épisode qui s'annonce passionnant. Bien sûr, il y aura de l'actu Apple, alors que comme vous l'avez remarqué, mardi 23 mars, il ne s'est absolument rien passé. Prochain créneau pour une keynote, peut-être mardi prochain, le 30. Eli Abitbol, bonjour Eli. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Le 30, je ne sais pas, je ne m'exprime plus, il paraît que je dis trop de bêtises, alors je ne me mouille plus. Je vais quand même rappeler qui tu es, Eli. MCS Group, à Nice, à Cannes, à Aix-en-Provence, 40 ans d'expertise Apple. Enfin bon, quand il s'agit de prédire une date de keynote, on est tous au même niveau. Le 30 mars, Eli, mardi prochain, c'est la date que tu privilégiais. Mais quand même, dans l'absolu, on peut dire que tout est encore possible, non ? Écoute, avec Apple, tout est possible. Moi, personnellement, je disais plutôt le 23. Donc, du coup, non. Alors, le 30, pourquoi le 30 ? Là, vraiment, non. Je pense que ça sera plutôt avril, là, tel qu'on est parti. Autre actu de la semaine. Cette fois, c'est du sûr, puisque l'annonce a eu lieu mardi matin. C'est le lancement de Free Pro, avec une box dédiée, une box fibre, qui intègre un modem 4G, moins de 50 € par mois. Eli, c'est le nouveau coup de poker de Xavier Niel et tu vas y revenir. Absolument. Il y a beaucoup de choses à dire et on en parlera dans le dîner. Eli, tu as aussi beaucoup bossé cette semaine puisque tu t'es mis sur le test de la semaine, ce fameux radiateur connecté compatible HomeKit dont tu nous avais déjà un peu parlé. Alors, est-ce que Rio est grandé ? Ah, Rio est pas mal, en fait, effectivement. Et du coup, je n'en ai pas un, mais 3. J'en ai reçu 2 autres, du coup. Et c'est assez sympa, vous verrez. Bon, on te retrouvera évidemment pour ton fameux dîner, au cours duquel il sera beaucoup question donc, de cette offre free pour les pros. J'ai déjà ma serviette autour du cou, Eli. Je salue aussi François Le Truédic. Hello François. Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs. Et pareil pour moi, François, enseignant prof de technologie à l'Université catholique de Vannes, gérant d'un parc de près de 150 Mac et autres iPad, membre à part entière de la Team iWeek, spécialiste notamment de la domotique à la sauce HomeKit d'Apple. Chaque semaine, tu nous fais un peu mieux découvrir et comprendre le fonctionnement de ta maison connectée. Alors, quel est le programme chez toi aujourd'hui, François ? Alors j'ai reçu des petits paquets en provenance directe de Chine et je vais vous parler d'un petit thermomètre et qui fait détection du taux d'humidité que j'ai reçu et que j'ai testé et je vais vous faire part de mes petits soucis avec ce petit joli capteur qui marche aléatoirement.
On aime bien quand ça marche pas aussi. Bon, comme si tout ceci ne suffisait pas, on a le plaisir cette semaine d'accueillir 2 invités qui font plus que l'actu depuis quelques jours. Ils font l'événement avec Explore. Écoutez. Voilà 20 secondes qui donnent vraiment envie, plus de 500 heures de documentaires en SVOD, la réalité plus forte que la fiction. Alors c'est le slogan d'Explore, 3,99€ par mois, sans engagement, avec 7 jours d'essai gratuit. C'est uniquement sur l'app Apple TV, et c'est aussi pour ça qu'ils sont là tous les deux avec nous aujourd'hui. Edouard Benadava, Vincent Greenbaum, bonjour à tous les deux. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir, on est ravis d'être là. Merci à vous d'être avec nous dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Edouard, vous êtes CDO et CMO, autrement dit patron du digital et du marketing des contenus chez MediaOne. MediaOne, ce groupe audiovisuel devenu un géant européen créé il y a 5 ans par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel, Mathieu Pigas. Vincent, vous êtes aussi chez MediaOne, directeur digital et distribution à la tête de ce qui était le projet Explore et qui est donc depuis presque une semaine une réalité. Alors on va y revenir dans le détail avec vous deux dans un instant, mais comme ça, juste en apéritif et en quelques mots, Vincent, pour vous Explore, ça représente combien de temps de travail jusqu'à aujourd'hui en amont? Écoute, j'ose à peine le dire, mais en vrai, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on travaille avec Apple sur ce projet. Ça a mis beaucoup de temps parce que on avait vraiment envie de faire les choses bien. C'était vraiment intéressant pour nous de repenser un peu finalement les offres audiovisuelles avec eux. Et puis vous connaissez mieux Apple que nous, hein. C'est un acteur qui va chercher de l'exclusivité, de l'originalité, se positionner toujours d'une manière un peu différente des autres. Il ne s'agit pas d'arriver sur le marché avec la même chose que les concurrents. Et on était ravis de faire ça avec eux, surtout pour ces raisons-là, parce que pour nous c'était l'occasion d'innover, de revoir un peu la notion d'offre documentaire dans l'offre audiovisuelle. Et Edouard Benadava, Explore devient donc la première chaîne française disponible au sein même de l'application Apple TV. Juste comme ça en apéro pour rêver un peu, le premier contact avec Apple, c'était quand? Ça s'est passé comment et dans quelles circonstances? Je crois qu'il était même avant que je rejoigne MediaOne. Ah oui, ça date de quand ça? Il y a plus d'1 an et demi, pour être tout à fait honnête. Ouais. C'est pour dire le temps qui a été passé sur le lancement de cette offre. Mais je crois que les discussions se sont pas mal accélérées justement au moment où j'ai rejoint le groupe, donc ça doit faire 1 an et demi. Voilà, ça donne l'ampleur aussi du boulot des équipes de chaque côté et de tout ce qu'il y a à faire pour lancer un service comme celui-là, aussi le premier. C'est aussi notre fierté d'avoir pu travailler avec eux sur ces sujets-là et de débroussailler un peu les offres. Et dans quelques instants, Edouard et Vincent, pour qu'on parle de cette première qui est la chaîne Explore sur l'appli Apple TV. Vous qui nous écoutez et qui nous faites l'amitié de nous rejoindre chaque semaine, merci de votre soutien sur Patreon, patreon.com/iWeek. C'est la fameuse plateforme de financement participatif. À partir d'1,50€ par épisode, vous pourrez comparer avec le prix d'Explore. Je salue Kevin Frank et Pom Pom, nos 2 derniers contributeurs en date. Et je vous rappelle qu'à partir de cette semaine, la version vidéo de chaque épisode d'iWeek devient disponible gratuitement pour tous sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'iWeek, à ne pas confondre avec les archives de l'émission de télé qui, eux, sont sur la chaîne YouTube de Watch. Ces épisodes vidéo seront dispo chaque semaine le vendredi, alors que le podcast audio, lui, restera prioritaire de quelques heures avec une mise en ligne toujours le jeudi avant 20h. Au fait, vous avez vu les 2 derniers avis laissés sur Apple Podcast, les amis. Toinou50 a écrit sous le titre « Loin devant les autres ». L'équipe est tout simplement exceptionnelle, un vrai plaisir, un must-have pour les fans Apple. Merci infiniment à toi. Et puis le tout dernier avis date de samedi. Il est signé Nanobert sous le titre « Encore une superbe émission ». Et je le cite, « Chapeau pour cette émission spéciale iFixit, j'ai appris énormément de choses sur un sujet
pour lequel je n'avais qu'un intérêt moyen au départ. Encore merci à toute l'équipe pour ce travail et la bonne humeur. Eh bien, merci à toi d'avoir pris le temps d'écrire ce témoignage très sympa qui nous booste encore plus. Je ne serai pas complet sans vous rappeler nos comptes Twitter, @iWeekNews, et Instagram, @iweek.news, sans oublier la page Facebook d'iWeek. Followez-nous et ne ratez aucune info. Voilà, vous savez tout. Dans quelques minutes, Explore, la première chaîne française sur l'appli Apple TV. Mais tout de suite, le journal de la semaine. Pommes, les infos de la semaine qui méritent d'être sauvegardées dans votre tête. 2 infos essentielles cette semaine. Et Lyon commence par Apple qui vient d'arrêter la production des iMac 21 pouces 5 SSD. Ça sent bon l'iMac M1, non ? Écoute, oui, parce que franchement, après l'arrêt de l'iMac Pro, maintenant, il y a cet arrêt du 21 pouces et demi en configuration SSD. Donc, ils ont gardé que la configuration Fusion Drive. Si avec ça, on n'a pas un iMac M1, alors là, je comprends plus rien à cette industrie. Oui. Donc, remarque, il reste le 27 pouces pour l'instant, mais comme il y a des délais qui sont sur plusieurs semaines, Ouais. Ça sent bon l'iMac, effectivement. Alors, encore une fois, moi, je table plutôt début avril, pas fin mars, parce que il y a toujours les fins de mois, les Apple clôture de ses comptes et tout, donc ils aiment pas trop, mais avril, pourquoi pas, hein. François, tu y crois là ? J'y crois encore. On est vivant tant qu'on... Non, pardon. Je serais tenté de te dire qu'à un moment, on va avoir raison. Voilà, c'est ça. Tous les jours, je vais à la chapelle mettre un cierge pour avoir mon nouvel iMac ARM, donc peut-être qu'à un moment, ça va marcher. Bon, et l'autre info, elle concerne une rupture de stock sur un composant essentiel des iPhone 12, Ellie. Et oui, donc c'est un des composants qui est intégré dans les écrans OLED de chez Samsung, qui est un des fournisseurs principaux, sinon le fournisseur principal des écrans de l'iPhone 12. Et cette rupture de stock pourrait en fait entraîner des retards. Donc sur les livraisons d'iPhone 12. Pour l'instant, je pense qu'Apple en a quand même pas mal dans le pipe et dans ses stocks. Mais à un moment donné, il pourrait y avoir une petite rupture de stock. Donc c'est un peu à surveiller. Comme on a beaucoup de mal à avoir des iPhone 12 Pro toujours, j'espère que c'est pas sur ce modèle-là. Ça serait mieux si c'était sur l'iPhone 12 de base ou l'iPhone 12 mini. Mais bon, on ne sait jamais. C'est quand même fou qu'après 4 mois, 5 mois, il y a encore des problèmes d'approvisionnement sur les iPhones, quoi. Oui, mais Apple n'aime pas ça, hein, donc ça veut dire que comme ils ont plusieurs fournisseurs aujourd'hui d'écrans OLED, en particulier il y a LG, je crois qu'il y a, il y avait un troisième qui était sur les rangs aussi, mais je vais pas dire son nom parce que je ne suis pas sûr. Donc Apple pourrait augmenter la production ou ses commandes chez les autres, hein, mais bon, Samsung reste incontournable pour l'instant. Quelques minutes de patience avant de rejoindre Edouard Benadava et Vincent Greenbaum de Media One au sujet de la chaîne de documentaire Explore, exclusivement sur l'appli Apple TV. Mais avant de parler de télé, les rumeurs de la semaine, et cette semaine, elles sont largement alimentées par une source de première qualité, à savoir Apple en personne, avec les dernières versions bêta des prochaines mises à jour de ces systèmes d'exploitation pour Mac, iPhone, iPad ou Apple TV. François, si on commençait par macOS Big Sur 11.3 bêta et encore des iMac à processeur Apple référencés. C'est pour ça, je pense vraiment que tous les signaux sont en train de se mettre au vert pour cet iMac ARM. Dans la dernière bêta de macOS, il y a 2 références à 2 nouveaux iMac ARM, vraisemblablement. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi être optimiste. La semaine dernière, on a évoqué le crash report d'un développeur avec un iMac ARM. Donc je pense que ça devrait arriver. Ouais. Ça va arriver. Ça se rapproche en tout cas. Ouais. Bon, autre bêta, iOS cette fois. Et là, on trouve une référence d'un processeur qui n'existe pas encore. L'A14X, qui serait le processeur des nouveaux iPad Pro.
qui sont censés sortir le 23 mars. Non. 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 Ellie, Oui, non. tu l'avais vu cette info aussi, toi, hein, enfin cette rumeur. Je l'ai vu, mais il y a quand même un décalage entre le logiciel et le matériel. Et rappelez-vous qu'on a dit la semaine dernière qu'il y avait une rumeur, mais avec une source plutôt crédible, qui disait que Apple avait repoussé en fait la production des iPad Pro, enfin de ces nouveaux iPads, à mi-avril, ce qui voudrait dire que la sortie serait plutôt mai-juin, parce que c'est pas, s'ils démarrent mi-avril, il faut quand même qu'ils en stockent plusieurs millions avant de faire un lancement, hein, donc c'est pas parce que c'est dans l'OS que l'iPad va arriver tout de suite. Hélas. Bon, dans cette même bêta, Ellie, tiens, une nouvelle télécommande d'Apple TV apparemment. Mais c'est fou ça. L'Apple TV, enfin dans une bêta, c'est dingue ça. Il y aurait en fait une nouvelle télécommande, c'est même pas une nouvelle Apple TV, c'est une nouvelle télécommande. Mais qui dit nouvelle télécommande, dit quand même nouvelle Apple TV, hein, ça serait logique. Bon, on y croit. Oh, ça fait tellement longtemps qu'on y croit, cet Apple TV. Ouais. Le jour où il va sortir, on va même pas le croire. On va dire, non, c'est pas la peine, on va pas le commander, il n'existe pas. S'ils peuvent sortir l'iMac ARM avant, moi, personnellement, ça m'irait, mais c'est pas grave. Ah non, moi, je veux un Apple TV, moi. Apple TV. Bon, en termes de mise à jour, si vous aimez les bêtas, vous avez de quoi vous amuser cette semaine, n'est-ce pas, Ellie ? Oh bah oui, y a toujours 14.5 qui n'arrête pas de bouger et d'évoluer, donc on est à la bêta 5. Ouais. Et oui, celle qui parle de la télécommande, entre autres. Et puis on a aussi une mise à jour de Big Sur en 11.3, toujours en bêta, donc ça devrait plus tarder à arriver. Ouais. Et puis aussi une grosse mise à jour de la suite iWork. Oui. Feu la suite iWork. Qui sortent en version 11.0. Il y a des mises à jour pour Pages, Numbers et Keynote, les 3 logiciels. J'ai vu, il y a quelques petites choses. Par exemple, sur Pages, maintenant, vous pouvez faire des liens vers des numéros de téléphone. Ça les rend cliquables. Wow. Je vous rappelle qu'il y avait un super logiciel qui s'appelait iBook Author, qui n'existe plus. Et on se rend compte que je pense que Apple, petit à petit, est en train de réimplémenter des fonctionnalités. Et puis, ils ont aussi mis le paquet sur les fonctionnalités pour les profs, pour les teachers. In English, yes. Il y a des nouvelles fonctionnalités, ils vont même sortir une nouvelle coque. Je n'ai pas réussi à la voir, mais visiblement, il y a des nouveautés qui arrivent du côté de En Classe aussi, l'application dédiée à l'enseignement est développée par Apple. Mm-hmm. Et puis, dernière rumeur, puisqu'on boucle notre petite séquence sur les rumeurs, Ellie. Oui. Apple travaillerait, d'après Mark Gurman, sur une nouvelle génération de HomePod assez différente de la première. Oui, et en fait, c'est une extrapolation parce qu'en fait, ils ont trouvé toujours dans une bêta, c'est toujours une bêta du logiciel, un framework qui permettrait de gérer de la vidéo. Donc, piloterait la caméra et un micro. Donc, micro, bon, ça va, on savait, mais une caméra. Et donc, du coup, ils se sont dit, si un framework pour de la vidéo, c'est qu'il va y avoir un HomePod vidéo. Parce qu'en fait, le logiciel, c'est le logiciel du HomePod, c'est pas iOS, c'est le logiciel du HomePod. Et donc, voilà. Alors, ce framework, c'est un framework qui permet de faire du FaceTime, en fait, c'est-à-dire des appels vidéo entre personnes. Et pour ceux qui connaissent l'univers Amazon en particulier, vous savez qu'ils ont un produit qui s'appelle Portal. Je suppose que Google doit avoir l'équivalent. C'est Facebook Non, c'est Facebook, Portal. Portal, c'est... Oui, Portal, c'est Facebook, ouais. Oui, heureusement que tu es là, tu vois, Benjamin, oui. Voilà. Moi, dès que tu me sors de l'univers Apple... Voilà, c'est pas grave. Tu es pardonné. Bon, donc Portal permet de faire ça, et donc pourquoi pas Apple ? Alors, bon, la photo qui illustre cet article, ils se sont pas vraiment beaucoup... foulés pour faire un truc, ils ont cassé un iPod en deux, ils ont mis un écran au milieu, donc c'est très 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 moche, mais je pense que si Apple sort un jour un HomePod avec un écran, il sera magnifique, n'en doutez pas. Ne regardez pas cette image qui est mochissime. Bon, des belles images, on va vous les proposer dans un instant avec nos 2 invités de la semaine. Ils viennent nous parler d'Explore, cette chaîne qui vient d'arriver sur l'appli Apple TV. À tout de suite. Elle s'appelle Explore et c'est la première chaîne française à avoir les honneurs de l'appli Apple TV, une chaîne de documentaires exclusifs et inédits
On va y revenir avec plus de 500 heures déjà au catalogue. Un coup signé Media One, digne de la force de frappe de ses 3 actionnaires fondateurs, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, et qu'on doit aussi à 2 hommes plus dans l'ombre, mais pas aujourd'hui. Ils sont nos invités dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. On va notamment parler contenu dans un instant, évidemment, avec vous, Vincent. Mais d'abord, Edouard, vous qui êtes le patron du digital et du marketing des contenus chez Media One, c'était quoi l'idée de départ pour Explore ? Alors, en termes de diffusion et de modèle économique déjà, est-ce qu'avoir Apple en partenaire, c'était l'un des enjeux majeurs de ce projet ? L'enjeu majeur pour Media One, c'est surtout de démontrer notre capacité à aller voilà, créer des plateformes inédites avec des partenaires très importants sur des sujets qui peuvent être divers et variés. Et en l'occurrence ici, le documentaire, parce qu'on sait que c'est un format qui plaît beaucoup et de plus en plus, et sur lequel on a énormément de capacités dans le groupe et sur lequel on peut s'appuyer. Donc on est assez, pour nous, c'est vraiment toujours d'être précurseur, et voilà, c'est ça notre sujet, de pouvoir lancer de nouvelles offres et surtout d'avoir des super partenaires pour pouvoir les lancer. Mais ma question, c'est est-ce que dès le départ, le fait de faire Explore avec Apple faisait partie des conditions essentielles ? Ah oui, bien sûr, bah, ça a été réfléchi, et Vincent, tu pourras le confirmer, mais c'est une discussion qui a été réfléchie avec Apple, et c'est ça l'intérêt du projet aussi. Donc Vincent, je te laisse compléter là-dessus parce que tu étais au tout début des discussions, mais je pense que c'était ça justement l'intérêt, c'était d'allier les volontés des 2 groupes en tout cas pour pouvoir se lancer, ouais, et pour pouvoir lancer une nouvelle plateforme. Vincent, justement, comment est-ce que vous avez perçu l'opportunité Apple et aussi sans doute la difficulté à les embarquer dans un projet, parce que ils sont quand même très sollicités. Non, mais je crois qu'il y avait un très bon fit en fait. Media One, un groupe audiovisuel maintenant très important, et déjà à l'époque, des discussions qui remontent encore une fois il y a un petit moment, mais encore plus aujourd'hui. Et comme le disait Edouard, on était dans une réunion dans le bureau de Pierre-Antoine où on a conçu un produit, réfléchi un produit dès le début ensemble. On n'est pas sur une logique où nous, on avait une idée de faire un pass documentaire et on s'est dit, tiens, qui est-ce qui en voudrait ? Peut-être Apple. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu une réflexion au départ. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Il y avait une volonté de faire ensemble. Je pense que ces 2 acteurs-là sentaient qu'il y avait un bon fit et qu'effectivement, on était capable de faire un super truc. Après, il restait à savoir quoi. Et très vite, on savait qu'on ferait quelque chose de spécifique, d'exclusif, pour Apple, sur mesure, encore une fois. Et le documentaire, c'est venu parce que, je crois qu'Edouard commençait à le dire, on sent très bien aujourd'hui qu'il y a une appétence pour le documentaire, on va dire un peu nouvelle, avec de nouveaux formats, avec un public qui redécouvre aussi à travers les offres non linéaires le documentaire, là où c'était peut-être un genre qui était peut-être un peu délaissé. Et du coup, c'était vraiment intéressant. Et puis, je pense qu'il y avait la stratégie côté Apple, Apple TV+, qui à l'époque allait se lancer. Je crois qu'on était pile au moment du lancement d'Apple TV+. Et de se dire qu'est-ce qui va être super complémentaire et local, qu'est-ce qu'on peut faire comme offre locale très complémentaire en France, ensemble, qui va vraiment bien fitter. Et c'était parfait puisque eux, ils sont sur la fiction, sur le film, la série. Et tout d'un coup, on leur offrait une plateforme sur mesure à pousser ensemble sur le documentaire. Puisqu'on est ensemble et qu'on est entre nous, et qu'on aime bien le côté un peu coulisses, à quel niveau ça s'est passé côté Media One et côté Apple ? C'est des discussions qui se sont passées entre Pierre-Antoine et les équipes d'Apple. C'est remonté plus haut, un peu plus haut, c'est sûr, mais après, pour compléter, en fait, il y a eu quand même quelque chose d'assez naturel et d'assez évident dans la rencontre et dans les envies, ce qui fait que voilà, ça a été, ça n'a pas été un sujet de lobbying intense, ça a plus été comment est-ce qu'on arrive à bien avancer sur le projet ensemble, à mettre ça en place, et c'est pour ça que voilà, ça s'est fait, tout ça s'est fait de manière plutôt naturelle, ce qui a été très sympa d'ailleurs pour le travail des équipes, puisque ça se fait moins dans la douleur, c'est plus sympa. Bien sûr. On avait les exécutifs côté Apple France Vidéo, et après,
dans le cadre du projet, on a vu des équipes techniques qui étaient plus loin en Angleterre et ou aux États-Unis. Mais au stade de la conception du projet, c'était en gros les patrons en France de la partie vidéo d'Apple et le plus haut niveau chez MediaWare. Alors, sur l'aspect marketing, stratégique, visibilité, ça fait aucun doute pour personne. Après, il y a évidemment le modèle économique. Vous vous êtes dit dès le départ qu'un projet comme celui-là, qui ne reposerait que sur Apple et sur l'appli Apple TV, ça tenait la route, Vincent? Écoute, il y a sur le modèle économique, d'abord, pour être franc, le projet il se lance avec Apple, mais rien nous interdit à terme de déployer ce produit ailleurs. Hein. Le point important, c'est qu'on l'a conçu avec eux, pour eux, et effectivement en partenariat et sans dévoiler, si tu veux, la dimension économique. Tout repose évidemment sur des souscriptions qui vont y avoir derrière. Voilà, mais avec un appui d'Apple, comme vous avez pu le constater, conséquent, puisqu'une mise en avant sur Apple TV considérable. Franchement, moi j'étais surpris. On était en home d'apple.com. Je trouvais que c'était quand même la classe. Et donc le modèle économique, c'était de se dire, oui, il pourrait se suffire à lui-même avec Apple parce que l'appui est fort, mais au-delà de ça, à terme, ce produit-là, il a le droit de vivre ailleurs, quoi. C'est au lancement que c'était important de faire ça avec Apple. Donc il n'y a pas d'exclusivité ad vitam au profit d'Apple et de l'appli Apple TV. Non, et puis c'est intéressant de voir comment ça va évoluer, quelle va être la consommation du produit. Je pense que justement on construit, on démarre l'histoire avec eux, on construit pour l'instant avec eux, et ce qui est plutôt très bien dans le partenariat, et c'est et justement on verra comment il évolue et ce qu'on a envie de développer après. Donc c'est parfait. Enfin, pour le démarrage en tout cas, on est ravis que ça se passe comme ça. Vous savez ce qu'on dit en bourse, hein, faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein, donc imaginez que le mariage tourne au vinaigre. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Epic Games et Fortnite. Je veux pas vous attirer la poisse, mais votre sagesse me semble bienvenue. Donc le modèle économique tient la route, on suppose, donc, en tenant compte des 30% de commission que prend Apple sur tout, ce qui passe par son store. On ne dévoilera absolument pas cette partie-là, mais clairement le modèle économique tient la route. Nous, on a construit quelque chose sur un savoir-faire qu'on avait en interne, et parce qu'on savait que ça fonctionne. Ça fonctionne aussi parce qu'il le pousse énormément et que l'envie était là des deux partenaires de faire ces choses-là. Edouard, ouais. Non, j'allais dire que justement, c'est aussi intéressant et le modèle tient parce que c'est des choses qu'on sait faire en interne, et c'est aussi ça l'intérêt. Et c'est aussi pour ça, j'allais dire que ça s'est lancé rapidement. Ça a pris un peu de temps à se lancer, mais en tout cas, on a pu le faire. On a pu le faire avec les moyens présents dans le groupe, les équipes présentes dans le groupe, etc. Donc c'est ça aussi l'intérêt, et c'est aussi pour ça que c'était naturel de se rencontrer entre les deux groupes sur cette offre. C'est justement pour ça. Vincent, comment est-ce que vous êtes arrivé sur le projet, et le jour où vous vous êtes retrouvé à travailler dessus, quel genre d'Everest ça représentait à ce moment-là? Écoute, pour être très franc, dès le début, donc Pierre-Antoine a initié le premier rendez-vous high level là, dans son bureau, où on a fait cette première réunion de réflexion sur qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Moi, j'avoue qu'il y a toujours un côté sexy quand c'est Apple. On se dit toujours qu'on va essayer de mettre la barre haute. Pour nous, il y a un vrai savoir-faire. On a travaillé avec tout le monde. Tu disais tout à l'heure, il faut pas se marier avec quelqu'un, c'est dangereux. Nous, on a tendance à être non-exclusif et à aller sur toutes les plateformes et à faire plein de choses. Mais c'est vrai que là, c'était un peu unique. Je suis obligé de le reconnaître. On avait tous très envie. Pierre-Antoine Capton le premier, mais moi, j'adore Apple. J'avais envie de voir un produit chez eux. Et puis, il y a un autre truc que j'aime beaucoup là-dedans, c'est d'être les premiers en termes de réactivité, de technique aussi, partenaire local. Même pour les équipes d'Apple en France, c'était la première fois qu'ils faisaient ça finalement. Et donc ça, c'est des choses que on a su faire et que nous on aime faire, aller défricher de nouveaux territoires. On a peu d'occasions quand même de se retrouver comme ça, de lancer avec une plateforme des premières opérations d'envergure, et voilà. Donc c'est sûr qu'il y a ce côté sexy où tout le monde a envie
d'en être et surtout de faire en sorte que ça marche, que ça fonctionne et qu'on arrive à sortir un beau produit. Ouais. Alors, je le disais, hein, plus de 500 heures de documentaires en SVOD au lancement, c'est assez colossal. Hein. Apple, avec Apple TV+, a démarré avec beaucoup moins, je crois. Hein. Et je suis pas sûr du tout qu'ils en aient 500 des heures, même aujourd'hui. Alors, il y a évidemment les documentaires exclusifs. Sur quel contenu est-ce que vous comptez pour attirer vos premiers fans ou abonnés ou clients? Je sais pas ce que vous aimez dire d'ailleurs. Écoute, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, je pense que le volume, ça fait pas tout. Et oui, il y a 500 heures de documentaire et c'est peut-être plus facile de faire 500 heures de documentaire que 500 heures de séries télé et de films. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. Et puis, comme le disait très bien Edouard tout à l'heure, il y a ce savoir-faire chez nous sur le documentaire. Il faut savoir que c'est un genre qu'on travaille beaucoup et dans plein de domaines. Là, l'idée, c'était effectivement au sein d'une seule offre de regrouper tout un tas de thématiques. Donc ça, c'est le côté pluridisciplinaire, aussi bien des portraits que des documentaires historiques, des documentaires scientifiques. Il y a du crime, il y a plein de choses en fait, et c'est pour ça qu'il y a un volume horaire important. Après, ta question plus particulièrement de comment on les attire, en fait, c'est là que toute la réflexion marketing s'est portée, marketing un peu contenu, là, pour faire un clin d'œil à Edouard, on s'est posé sur ce genre de documentaire nouveau qui émerge et qui va attirer, qui va faire en sorte que les gens souscrivent, avec des sujets qu'on ne voit pas partout, avec des choses un peu décalées parfois, moi que j'aime beaucoup, qui intriguent, un peu comme sur Internet, Quoi, on est exemple capable de faire des vues avec des titres accrocheurs et qui font du clic. Là, sur le documentaire, je trouve qu'on est un peu la même chose, on est un peu sur le même phénomène. Je te prends un truc très décalé. Je te prends pas le plus gros truc, on en parlera peut-être à un autre moment, mais un truc très décalé que j'aime beaucoup, c'est les hippopotames d'Escobar. Tu vois, rien que quand tu dis le titre du truc, déjà tout le monde s'arrête et se dit, attends, c'est quoi le lien entre Pablo Escobar et les hippos? Et ben, figure-toi que le mec avait un zoo personnel en Colombie et que quand il est mort, il y a eu la question de qu'est-ce qu'on fait des hippos? Et au début, ils pensaient même les tuer, mais évidemment, ça faisait un scandale. Et du coup, ils les ont relâchés et ils se sont reproduits. Et du coup, maintenant, il y a une invasion des hippopotames en Colombie. Et ce truc-là, je pense que, tu vois, je pense que ça intéresse finalement plein de gens. Le documentaire est incroyable et tu vas pas y avoir accès comme ça naturellement. C'est pas quelque chose comme le sport ou comme la fiction où tout de suite tu en recherches. Par contre, si on t'en parle, si on te le pousse un peu, forcément, tu vas avoir envie de le regarder. Et en plus, franchement, c'est un super doc. Alors, vous le disiez, hein, vous bénéficiez d'une mise en avant assez folle par Apple. Si vous lancez l'appli Apple TV, que ce soit sur iPhone, sur iPad, sur Mac, comme le fait François, ou sur votre Apple TV, hein, vous tomberez très vite sur le logo d'Explore sur fond noir avec ce titre « Découvrez Explore, le meilleur du documentaire ». Alors, vous cliquez dessus, évidemment, comme je l'ai fait, et vous tombez sur 3 lignes d'explications supplémentaires, avec ou sans connexion, à partager avec votre famille, sans engagement. Edouard, est-ce qu'on peut peut-être expliquer ces 3 lignes qui sont super importantes, j'ai l'impression? Ouais, déjà, ça correspond au mode de consommation. Donc, voilà, il faut qu'on reste dans aujourd'hui j'allais dire des options qui sont plutôt classiques, qui deviennent plutôt classiques et indispensables aujourd'hui, puisque les consommateurs ont l'habitude d'aller sur les autres plateformes de streaming, sur les autres plateformes SVOD, etc. Puisqu'on est là-dessus, hein, on est sur une offre SVOD, donc avec des options comme on a l'habitude d'en voir sur de la SVOD. On peut rappeler la SVOD pour ceux qui ne savent pas, Edouard? La SVOD, c'est de la subscription VOD, Video on Demand, c'est-à-dire la possibilité de payer, de payer un abonnement par mois pour avoir accès donc à tout un catalogue de contenu. Donc c'est le cas d'Explore sur Apple TV, puisque donc c'est un montant à payer par mois pour avoir ce catalogue, justement, accès à ce catalogue avec des nouveaux contenus qui verront le jour tous les mois, etc. Enfin, une mise à jour des contenus. Et c'est exactement pareil que une offre Netflix, par exemple, pour laquelle vous payez pour avoir accès donc à tout ce catalogue de contenu. Donc on est sur Netflix aujourd'hui, les gens ont l'habitude de télécharger leur doc. Sur Apple TV+, c'est aussi le cas.
puisque sur The Morning Show, qui est une série d'Apple, c'est le cas, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas aussi de notre côté. Je sais pas si Vincent, tu veux. Oui, mais alors, je prends chaque ligne avec ou sans connexion. Ça veut dire qu'on peut télécharger les docs et les regarder au fin fond de la Creuse. Ouais, ça c'est le téléchargement temporaire, c'est effectivement une fonction qui est maintenant un must-have, comme le disait Edouard. Les gens ils peuvent pas comprendre que je prends le train, je capte pas, non, il faut que je puisse embarquer mes contenus. Donc voilà. Après là, il y a un truc moi je pense que je voudrais insister là-dessus, c'est ces options-là, elles sont rendues possibles par la techno d'Apple. En fait, Apple, à travers son app Apple TV, puisque c'est à la fois du hardware, mais bien sûr une app sur laquelle on est présent, permet d'être présent sur tout un tas de plateformes, puisque cette app, elle est sur des télés connectées, elle est sur l'Apple TV, elle est partout, sur les Mac évidemment, les prochains iMac, puisque j'ai hâte, maintenant j'ai compris qu'il y avait bientôt un iMac qui allait sortir. Oui, il faut proposer aujourd'hui ces options-là. Moi, il y en a une en particulier que je trouve fondamentale en matière de Pay TV, puisqu'on demande aux gens de payer. C'est la gratuité pendant une période, c'est 7 jours, mais c'est essentiel aujourd'hui de permettre aux gens de découvrir un produit avant qu'ils s'engagent vraiment à payer. Ça, c'est quelque chose que les opérateurs traditionnels, là vous avez parlé de la Freebox tout à l'heure, ont vraiment du mal à faire. Alors ils font des offres découvertes, je m'abonne et puis je paye que dans un mois, mais c'est pas exactement pareil. La facilité aujourd'hui de s'abonner à ces offres SVOD, comme on disait, c'est un peu barbare, mais ces offres de vidéos, c'est de pouvoir les découvrir et de se dire je teste pendant une semaine, si ça me plaît je vais rester, et puis on se rend compte que le churn il est finalement très faible, que les gens une fois qu'ils ont essayé ils l'adoptent, et c'est le pari qu'on fait, et ça c'est essentiel. Si j'explique la Xevod, il faut que tu expliques le churn. Ah non. C'est les gens qui restent ou qui partent en fait après avoir essayé pour faire ça. Exactement. Est-ce qu'il y a les gens qui après la période de gratuité ne continuent pas. Ouais. Alors, rien n'est dû au hasard, c'est aussi du marketing, comme vous le disiez. Et donc, quand on arrive sur l'appli, le visuel d'appel principal, c'est 3 biologistes qui ont l'air d'inspecter une petite boîte avec un virus dedans. On peut dire un mot de ce doc qui est assez fou, Vincent? Ouais, c'est évidemment, on fait beaucoup. Alors, on appelle ça un upsell, là, je vous le dis, chez Apple. Donc, d'abord, ça, c'est Apple qui vous l'impose. Toute la communication doit être faite autour d'un titre. C'est comme ça pour les offres chez eux. Et donc, oui, on a 5-6 autres titres qui s'appellent des spotlights, qui sont des choses importantes, qui vont être bien mis en avant. Mais il y en a un qui va servir de produit d'appel et qui peut être changé régulièrement, mais au lancement, évidemment, il fallait quelque chose. Là, on est sur un document qui est vraiment, très spécial. Un documentaire de l'artiste chinois Ai Weiwei, qui, vous le connaissez, je pense, est un artiste contestataire chinois qui a vraiment une vision à la fois artistique, mais aussi évidemment politique sur la Chine, et a fait un truc incroyable, c'est au moment où le coronavirus est arrivé à Wuhan, lui, avec ses contacts, il a demandé aux gens de filmer, de faire des images. Alors, c'est pas de la caméra cachée, il y a même pas besoin puisque tout le monde a le masque, donc en fait, les gens sont même pas identifiables, c'est pas un sujet. Mais par contre, c'est une plongée en immersion dans le confinement. Alors, le confinement, c'est pas le confinement français, c'est le confinement chinois à Wuhan, et le doc est incroyable pour ça. Voir une ville de cette taille-là, d'abord, moi, je me rendais pas compte à quel point Wuhan était une mégalopole comme ça. J'avoue que j'avais une vision peut-être erronée de Wuhan. C'est pas Limoges, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment une ville impressionnante. Et l'avoir arrêté comme ça, avec tous les immeubles qui affichent, en gros, Wuhan vaincra, donc cette espèce de mojo des autorités chinoises qui, à la fois en termes de communication, veulent maîtriser le truc, et puis en termes sanitaires, impose un confinement ultra strict. Et donc on voit tout ça comme un long striptease un peu. C'est un document un peu testimonial. On peut être admiratif aussi quelque part de la façon dont ils ont réussi à maîtriser la maladie. Mais au-delà de ça, et c'est plus important je crois, Ai Weiwei est très critique aussi sur la façon dont la Chine gère les gens et fait fi un peu des libertés évidemment individuelles et tout ça pour mettre fin à ce virus. Alors, c'est quoi la ligne éditoriale d'Explore, Vincent Edouard? Parce que quels sont les critères ou les valeurs qui dictent vos choix au moment de produire, d'acheter chacun de ces documentaires et maintenant de commander ou d'acheter les prochains?
Comme l'a dit Vincent déjà, c'est de couvrir un certain nombre de thématiques qui pour nous sont très importantes et des thématiques qu'on connaît bien dans le groupe Media One. Et puis après, c'est de rajouter une couche de documentaire un petit peu événementiel. Vincent parlait tout à l'heure des hippopotames d'Escobar, mais il y a un docu sur Banksy, par exemple, qui est super. Il y a des docus sur les Ouais. Air Jordan, Ouais. les baskets cultes. Il y a des docus. Donc voilà, donc on couvre quand même un large spectre de documents, enfin de thématiques, surtout sur une ligne édito qui est pas figée, parce que l'important c'est surtout qu'on sache aborder et bien aborder toutes les différentes thématiques, quoi. Donc euh, donc c'est plutôt ça l'intérêt pour que tout le monde y trouve son compte et puis surtout qu'on ait des docus un peu événementiels qui attirent l'œil et qu'on a très envie d'aller regarder Ouais. parce que voilà, rien que les noms, les noms donnent envie et les docus sont aussi de très bonne qualité. On a une super équipe de personnes qui s'occupent des documentaires en acquisition, en pré-achat, etc. C'est des gens qui s'y connaissent vraiment très bien. Il y a vraiment une vraie expertise dans le groupe là-dessus. Donc voilà, on continue à fond sur ces sujets-là. Bon, vous promettez d'ajouter de nouveaux docs quasiment tous les jours. Vincent, c'est quoi Oui. les prochaines pépites là qui vont arriver sur Explore? Écoute, il y a un truc là en mai. Est-ce que je peux dévoiler ça? Ouais, je peux le faire. C'est pas. On va être sur un truc, tu vois, sur Black Lives Matter, sur une. Parfois, on va faire des collections documentaires. C'est-à-dire, c'est pas forcément un seul doc. Là, il y a un doc vraiment majeur qui s'appelle Burn Motherfucker Burn. Tu auras le droit de biper le nom si tu veux, qui est incroyable. En fait, c'est Pas de un souci. doc sur les luttes noires aux États-Unis. C'est vraiment d'actualité aussi, tu vois. Mais il y a 5-6 docs qui sont regroupés autour de cette collection Black Lives Matter. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. C'est pas ça, c'est du sociétal, mais on peut très bien avoir un truc sur le sport parce qu'il y a l'Euro qui arrive bientôt et tu vois, on peut faire des choses aussi sur le sport. On va s'appuyer parfois sur l'actualité. Euh, voilà, je peux pas tout dévoiler. Là, le doc sur les baskets Air Jordan, je vous invite à le regarder aussi. Moi j'avoue que j'étais surpris de voir à quel point même Nike finalement est né aussi de ce partenariat avec Jordan. C'est pas juste dans un sens, c'est dans les deux. La marque, au moment où elle fait ça, elle est encore balbutiante et pas du tout leader sur le marché Mm. américain. Il y a Reebok, il y a Adidas. Et tout d'un coup, parce qu'ils décident de personnifier ces baskets qui deviennent vraiment cultes, et évidemment ce basketteur qui est incroyable, ça donne effectivement ce qu'on connaît aujourd'hui, une marque incontournable avec le Jumpman et tout ça. Et puis juste pour ajouter, ça permet vraiment de démocratiser un peu le doc. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant pour nous et pour Apple. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un très large catalogue sur le sujet et on a très envie d'aller voilà, le montrer au plus grand nombre, qu'il soit adopté par le plus grand nombre. Et on sait que il peut y avoir de l'intérêt. Donc voilà, c'est une nouvelle, c'est encore une nouvelle manière pour nous d'aller présenter ça au marché, quoi. J'imagine qu'avoir des docs exclusifs, inédits, ça coûte de l'argent. Vous n'êtes pas les seuls sur le marché à vouloir les acquérir. Est-ce que le fait d'arriver avec cette plateforme et avec Apple, est-ce que ça va pas faire monter les prix? Non, la clé, c'est les équipes qui connaissent parfaitement leur métier, qui ont parfaitement. Il n'y a pas de raison que ça fasse. En fait, c'est plus une opportunité, Je puisque parle de là. prix à l'achat pour vous, hein, je parle Ouais, pas de ouais. prix d'abonnement. Hein. Non, 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 j'ai bien. Non, non, les prix à l'achat pour nous, mais quand je dis il y a des équipes qui sont excellentes, c'est qu'elles savent très bien aller acheter les bons docs au beau prix. Et c'est pour ça que je disais ça. Après, non, non, enfin, il va y avoir plus de producteurs ou de personnes qui vont venir nous voir aussi pour nous proposer du contenu. Et c'est aussi une super opportunité pour le groupe. Là, on voit depuis qu'on a annoncé le lancement d'Explore, voilà, il y a plein de gens qui viennent nous voir en nous demandant si on veut faire du pré-achat ou si on veut aller faire de l'acquisition, etc. Je pense qu'après, on a des super teams de négociateurs
pour savoir alimenter la plateforme au bon prix en ayant les meilleurs contenus. Je crois que c'est leur boulot. L'équilibre d'Explore, c'est combien d'abonnés, Edouard, Vincent? Je n'avais pas prévu de répondre à cette question pour l'instant. Alors, on fera du Apple, Mais, la société ne faites peut pas gaffe, communiquer ces éléments. De toute façon, j'ai pas le droit. Même si je voulais, tu vois, j'aurais pas le droit. D'accord. Voilà. Alors j'ai une autre question qui concerne plus le côté consommateur. Les 3,99 € par mois, j'imagine que ça a été le fruit d'une longue réflexion. Le public est de plus en plus prêt à payer pour de la qualité, donc c'est évidemment ce que vous proposez. Mais 3,99 € par mois, vous pensez vraiment que c'est le juste prix, comme on dit? Écoute, moi, sur ce prix qui a été effectivement longuement débattu, la conviction, c'est d'abord qu'on est sur un marché avec d'autres acteurs qui ont leur prix. On est légèrement en dessous, comme tu peux le noter, et c'est pas un hasard. Je pense que évidemment le genre documentaire peut pas se placer au même niveau qu'une offre cinéma ou une offre série. Après, il y a quand même beaucoup de valeur dans cette offre-là, et je pense que le plus important, c'est vraiment la dimension marketing et essai dont on parlait, c'est-à-dire qu'après tout, c'est 3,99, mais j'ai 7 jours pour voir si ça me dit, donc je vais essayer, c'est un clic. Franchement, même le désabonnement sur Apple TV, il est facile, je devrais pas dire ça, mais c'est une réalité. Donc, on peut essayer, et je pense que c'est le bon prix. Franchement, on est effectivement dans les prix du marché un tout petit peu en dessous des offres, on va dire les plus connues, mais qui sont sur un territoire qui n'a rien à voir en termes de compétition. Donc, on est assez certain là, sur ce pricing. Ouais. Edouard, c'est quoi le premier bilan alors au bout d'à peine une semaine, parce que les périodes d'essai, les premières, expirent dans les heures à venir. Ils n'ont pas le droit de le dire. Combien on est à avoir eu envie de découvrir déjà Explore gratos? J'allais dire, il faudra peut-être nous réinviter. Non, pour l'instant, pas de chiffres à partager. Mais est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content de la première semaine? Déjà, on est ravis de l'aura de ce lancement, ce qui est déjà une très bonne chose, et de toutes les retombées et de toute l'excitation de tous nos partenaires et de tout le marché pour l'offre. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est une bonne réponse sans chiffres? Non, mais même, on peut dire qu'on est content, Edouard. On est content d'abord parce que vous l'avez vu, et d'ailleurs, vous faites un sujet dessus aujourd'hui, c'est parce que c'est très visible, que Apple a beaucoup poussé, et vous vous doutez que, vu le nombre de consommateurs qui sont sur Apple TV, ça fonctionne. Le pari, il n'est pas de faire des abonnés dans les 7 premiers jours, ni même le premier mois. Il est de construire quelque chose à moyen terme, de pérenne. Et ça, effectivement, il faudra nous réinviter, j'ai envie de dire, pour l'anniversaire du lancement. Exactement. Et on vous confirmera qu'on est toujours là. Peut-être qu'on le lancera ailleurs, on fera d'autres choses. Mais en tout cas, oui, on est très content du lancement. Je pense que vous l'avez vu d'un point de vue purement retombée médiatique. Je pense qu'il n'y a pas un journal, une radio qu'on n'a pas parlé. C'est quand même sympa de voir ça. C'est sympa. Et puis on a une campagne marketing qui a commencé, qui est en cours. Enfin voilà, donc on construit, et surtout on veut construire sur le long terme. C'est quand même l'objectif. Bon, et donc vous travaillez déjà sur un deuxième projet avec Apple, c'est ça? Bon, déjà, on se parle avec Apple parce qu'on a des très bonnes relations dans le groupe avec eux, et que voilà, il y a plein d'autres sujets. Ah bon, bon, alors on est sûr de vous réinviter. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup Edouard Benadava et Vincent Greenbaum, Media One. Merci d'avoir été nos invités dans iWeek. Merci. La semaine et Apple puis du podcast. Très bientôt. À très bientôt. On souhaite longue vie à Explore. Et on se dit effectivement à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles aventures qui en mettent plein la vue. Salut et bravo. Le test de la semaine, désormais chaque semaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, n'est-ce pas François? C'est important. Un test par semaine. C'est l'engagement que nous avons pris. Absolument. Et cette semaine, c'est Ellie qui s'y colle. Ellie qui a
commandé, attendu longtemps et finalement reçu son chauffage connecté compatible HomeKit. Je te passe la main, Ellie, pour nous parler de Rio. Yes, donc c'est une société anglaise dont on avait parlé, qui avait donc annoncé au CES, et ils avaient d'ailleurs eu un prix, un chauffage connecté compatible HomeKit, donc un chauffage Wi-Fi. Et c'est pour l'instant, à ma connaissance, le seul produit dans cette catégorie au monde. Il n'y a qu'un seul chauffage connecté Wi-Fi, c'est eux. Donc je voulais absolument tester ça. François n'est pas d'accord? Si tu exclus les produits chinois Xiaomi et compagnie, oui. Non, mais moi, Xiaomi, ils ont des radiateurs connectés, pas HomeKit, mais des radiateurs connectés. Oui. Donc celui que tu nous présentes, c'est le premier HomeKit. HomeKit, c'est ce que je dis, oui. Qui tourne dans Alors, l'univers Apple. tu écoutes un peu, François. On va t'envoyer au piquet. Hein. Bon. Donc, Ellie, tu avais raison. Ah, mais c'est parce qu'il est un peu dissipé, mais bon, mais je ne lui en veux pas. Non, mais j'aurais pu me tromper, hein. Attends, c'est possible. Alors, on préfère toujours vérifier. Absolument. Donc, c'est ce radiateur, donc ARC, puisqu'il s'appelle comme ça, ARC. Pour l'instant, c'est un beau bébé. Il va exister en 2 tailles. Le premier, qui est un modèle 2000 watts, a une largeur de 84 cm. Hein, donc, c'est pas le produit que vous allez mettre dans un petit coin. Hein, donc, il est livré de façon, soit avec 2 pieds que vous pouvez installer, il faut juste 4 vis, donc ça se fait en 30 secondes. Elles sont fournies, bien sûr. Et qui permet de le poser comme un chauffage d'appoint. Il est livré avec un câble qui fait 1,5 m, donc en fait on peut le brancher sur une prise, mais il est livré aussi avec un kit de fixation au mur, ce qui permet de le transformer en chauffage traditionnel, donc posé sur un mur. Alors, comment est-ce que ça... Alors, il est très joli, puisque l'avant est en verre, c'est un verre qui est un peu bombé. Je pourrais vous montrer une photo où on mettra un lien pour la photo. Donc il existe en 4 couleurs. Donc en blanc, moi c'est ce que j'ai pris parce que c'est le plus neutre pour une maison. Mais il existe aussi en gris, en rouge et en noir. Donc pour ceux qui ont des intérieurs un peu design, vous pouvez choisir ce modèle-là. Il va y avoir courant de l'année un modèle qui fera 1500 watts et qui fera 76 cm de largeur. Donc il pourra entrer dans certaines pièces un peu plus petites. Là, il couvre des pièces de l'ordre de 24 mètres carrés, ce qui est quand même plutôt sympa. Alors, comment est-ce que ça se présente? Donc, c'est une très jolie boîte hein, qui arrive avec une jolie image. On sort le chauffage, on le branche sur une prise, et puis l'appairage se fait instantanément. C'est-à-dire que dès qu'il se met en marche, vous avez directement, parce qu'il y a un petit écran couleur qui est en haut à droite du chauffage, et qui affiche directement un QR code HomeKit. Donc vous prenez votre iPhone, vous flashez le code, soit avec l'application maison, soit avec l'application Rio, qu'on peut télécharger. Il y a d'ailleurs un QR code pour télécharger l'application dans la boîte, dans le Quick Start Guide qui en fait fait exactement deux petites pages. Hein. Et donc, dès qu'on a flashé le QR code, il est reconnu, on lui donne un nom, on l'affecte à une pièce, et puis c'est bon, il tourne instantanément. Donc en fait, il y a une différence dans l'application Maison Apple et dans l'application Rio. Donc je peux vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble si vous voulez. Allez, vas-y. Alors, Profitons on va tenter de le partage d'écran. d'écran. On va le tenter. C'est la première fois que je l'utilise avec Anytrans, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et juste pour parler du chauffage en lui-même, c'est un chauffage à convecteur classique ou c'est un peu plus évolué que ça? Non, il est effectivement plus évolué, c'est ce qu'ils expliquent. Et en fait, l'intérêt, parce que c'est ce que j'ai pu tester, il monte en température très très vite. Donc en fait, la pièce arrive vite à la température qu'on a choisie. Et puis, tout de suite après, en fait, ça se coupe au niveau des émissions. Donc j'ai mis une prise connectée Eve parce qu'elle mesure évidemment la puissance consommée, et j'ai mesuré sur plusieurs jours, et en fait
il consomme 1800 watts quand il est en montée en charge sur les 2000. Et dès qu'il arrive à température, clac, ça coupe. Donc ça baisse à quasiment 0. Et ensuite, il y a des toutes petites montées qui permettent de garder la température de la pièce, mais en fait, ça consomme très très peu. C'est un des intérêts justement de la marque, c'est que on va faire de grosses économies de chauffage parce qu'il ne reste pas en train de produire du watt tant que vous chauffez. Donc là, vraiment, c'est optimisé. Il y a des algorithmes qui le gèrent et c'est vraiment très bien fait. Et ça peut être mis sur n'importe quelle prise, parce que souvent les radiateurs électriques, il faut des circuits électriques particuliers, non ? Ben là, non. En fait, tant qu'on le branche sur une prise, c'est une prise électrique normale, qui supporte 2000 watts, mais je pense que 2000 watts, toutes les prises le supportent aujourd'hui. Et si on veut le mettre directement au mur, ben en fait, je pense qu'il faut couper le câble. Je ne l'ai pas encore fait. Il faut couper le câble et puis utiliser les 2 ou 3 s'il y a la terre, ce que je pense doit être possible. Mais on n'a pas besoin de gérer du fil pilote ni quoi que ce soit. Donc ça apparaît directement en Wi-Fi et je vais vous montrer. Donc, je vais faire mon petit partage d'écran. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Bien. Nickel. Parfait. Alors, donc, je vais vous montrer la différence entre les deux. Le premier, j'utilise l'application maison, donc vous voyez là. Donc, je la démarre. Et là, vous voyez que j'ai des chauffages. En bas, la ligne d'en bas, il y a 3 chauffages. Donc, là, je viens de mettre en marche 1. Voilà comment je fais pour le mettre en marche. Alors, la petite... Je vois chauffage chambre, chauffage salle à manger, chauffage salon. Salon, voilà. Et donc, les petites bulles vertes que vous voyez, c'est la température ambiante. C'est-à-dire la température réelle dans la pièce. Donc, vous voyez que pour l'instant, il fait froid, d'ailleurs, parce que je ne suis pas dans ces pièces-là. Mais quand j'appuie dessus, vous voyez, donc là, comme le chauffage est éteint, il me donne la température ambiante, mais il suffit que je clique sur le petit bouton de mise en marche, et là, je dis quelle température je veux. Par exemple, je veux le mettre à 21 degrés. Voilà, donc ça, c'est HomeKit, c'est vraiment très joli. Donc là, il me dit, vous voulez du 21, pour l'instant, je suis à 18,5, donc, et il va monter en température assez vite. Donc là, hop, je reprends et je peux faire évidemment la même chose. Je peux lui dire, le salon, je l'avais éteint, mais je peux le rallumer. Et je vais lui dire, pareil, mets-toi à 21. Voilà, hop, j'ai entendu un petit clic. Donc, quand c'est orange, ça veut dire qu'il est en train de chauffer. Quand il a atteint la température, il passe en vert. Donc ça, c'est la façon dont vraiment on le gère avec l'application Maison Apple. Et c'est de loin la plus jolie parce que c'est vrai que cette possibilité, quand il est en marche, vous avez la température souhaitée et vous avez dans la petite bulle à côté la température actuelle. Quand il est éteint, par exemple celui-ci qui est éteint, vous avez la température ambiante. Si je puis me permettre d'abonder dans ton sens, Elie, c'est exactement le même principe sur les thermostats connectés pour les chaudières classiques. Oui. Moi, à la maison, j'ai un thermostat connecté Netatmo et c'est exactement la même chose. C'est uniformisé en fait, que ce soit un chauffage électrique ou un chauffage au gaz, c'est exactement pareil. Oui, puisque c'est HomeKit, donc c'est Apple qui pilote ça. Et je vais vous montrer la différence par rapport à l'autre. Donc là, c'est très... Oui. Juste, je vois que le chauffage du milieu a un bouton vert, un point vert, alors que les autres ont un point orange. Oui, parce qu'ils n'étaient c'est-à-dire pas... qu'ils sont allumés ou éteints, c'est ça? C'est ça, exactement, tout à fait. Tout Okay. à fait. J'en ai laissé... C'est surtout qu'ils ont atteint la température, non ? Non. Les 2 autres ne l'ont pas encore atteinte. Donc là, il faut que je le mette en marche. Je le mets en marche et normalement, il va atteindre la température. Alors, s'il est orange, c'est que la température est atteinte, effectivement. Ou le contraire. Non, s'il est orange, c'est qu'il est en train de chauffer. C'est qu'il est en train de chauffer, voilà. Exactement. Et quand c'est vert... Quand il est vert, la température est atteinte. Donc voilà, ça, c'est Apple. Alors, on peut utiliser du coup les automatismes et les scénarios Apple. Il n'y a pas de programmation spécifique. Dans l'application Rio, la programmation va un peu plus loin. Alors, je vous montre l'application Rio pour que vous voyez la différence. Donc, si je puis me permettre, le temps que tu la lances, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que sur un thermostat connecté Netatmo, on ne peut pas fixer de planning de chauffe sur l'application maison. Alors que sur l'application Netatmo, on peut, j'imagine que ça doit être la même chose pour le Rio. Exactement, tout à fait. Et donc, voilà comment se présente l'application Rio. Donc, en fait, elle est beaucoup plus simple. On choisit un chauffage.
Donc, en haut à droite, il y a la possibilité de cliquer. Et vous voyez, ça reste un peu classique. Hein, donc, on peut lui dire, par exemple, chauffage salon. Donc, on arrive à chauffage salon. Et là, en fait, on peut monter la température comme on veut. Oups, je l'ai lâché un peu trop tôt. 21, par exemple. Et ça s'affiche comme ça, avec ambiant en plus petit. C'est du noir et du rouge. Je pense que c'est un choix assumé, puisque leur logo est rouge. Donc, et puis après, il y a la possibilité de programmer. Donc là, il suffit de rajouter un nouveau programme et on va pouvoir donc dire le jour de la semaine, l'heure, etc., etc. Après, ici, il y a un peu plus de réglages que dans l'application Home d'Apple, puisque en fait, il y a ce qu'ils appellent le parental lock. Ça permet, il y a des petits boutons à côté du chauffage. Donc, si par exemple, il y avait un enfant qui venait toucher les boutons, si c'est locké, les boutons ne marchent plus. En fait, il faut uniquement, l'application est capable de le piloter. Donc, il suffit de faire on ou off. Hein, donc, vous voyez, clac. Donc, ça, c'est très simple. Là, on a la liste des chauffages et ça permet tout simplement de changer, dit s'il y a une programmation ou pas. Il y a un truc qui n'est pas implémenté par Apple, et c'est dommage, c'est le autodim. Le autodim, alors je vous explique pourquoi. Il y a cet écran sur le chauffage qui affiche la température. Quand vous avez mis par exemple 20 degrés ou 21 degrés, ça va rester à l'écran. Ça ne s'efface pas. Des fois, quand vous dormez, vous le voyez dans la chambre, hein, parce que c'est un écran qui est assez brillant. Donc Apple n'a pas prévu de fonction dim pour pouvoir atténuer l'écran. Si on l'utilise dans l'application Rio, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques secondes, l'écran s'éteint, tout simplement. Vous voyez ? L'autre chose qui est importante dans l'application Rio, c'est qu'on a la possibilité de mettre à jour le firmware. Vous avez Update Heater qui permet en fait de mettre à jour le firmware. Voilà, alors le truc c'est que les deux applis sont nécessaires suivant ce que vous voulez faire avec ces chauffages. Mais de notre côté, moi je trouve que l'application Home visuellement est plus jolie. Ça permet d'avoir tous les chauffages, je repasse à l'autre pour que vous voyez, donc qui sont là parce que je les ai mis dans favoris, mais il y a cette fonction qui est en haut, vous voyez, donc qui s'appelle chauffage, qui en fait regroupe tous les chauffages, donc directement quelle que soit la pièce, et ça permet de les gérer directement. Donc, moi je préfère l'application Home, mais il manque des choses. Donc, l'idéal, ça serait qu'Apple supporte un peu plus de fonctions un jour, ou alors que Rio fasse un tout petit peu évoluer son application. Qu'est-ce qui me gêne là ? Et c'est la seule chose peut-être qui va m'empêcher de donner 5 étoiles. Donc, parce que au niveau du hardware, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Un truc qui est fabuleux, c'est que c'est un chauffage qui est totalement silencieux. Habituellement, les chauffages, vous entendez les clics, les claques dès que le thermostat se met en marche, etc. Là, vous n'entendez rien du tout. Et c'est vraiment pratique le soir quand vous dormez, si vous êtes sensible au bruit. Vraiment, vous n'entendez rien, ça c'est génial. Donc le hardware, rien à dire. Ça s'appaire en 15 secondes. Donc vraiment nickel. Le fonctionnement est vraiment spectaculaire. Par contre, le logiciel, vous voyez, moi, ce qui me choque un tout petit peu quand je regarde cette image, c'est que il n'y a pas de façon d'arrêter le chauffage. Moi, par exemple, quand je pars de la maison, je sais que je ne veux pas revenir avant le soir, je ne veux pas forcément que le chauffage reste allumé. Là, il n'y a pas de bouton on-off. Ce que je peux faire, c'est prendre ça, plutôt sur mon iPhone, excusez-moi. J'essayais de le faire sur l'écran du Mac, n'importe quoi. Donc, vous voyez, je peux le descendre jusqu'à ce qu'il y ait ce bouton qui est genre froid. Ouais. Voilà. Et ça veut dire le chauffage est éteint. Mais moi, j'aurais voulu faire un on-off comme avec l'application Apple qui, du coup, m'affiche la température de la pièce, ce qui me permet de prendre une décision pendant la journée, si je veux rajouter ou pas, plutôt que de dire, en fait, là, je l'ai mis en hors-gel, effectivement. Donc, j'aurais préféré un bouton on-off, et puis j'aurais aimé que la température s'affiche un peu dans cet arc Apple que je trouve magnifique et qu'on a l'habitude d'avoir, qui est coloré. C'est plus joli, mais ça, c'est juste mon goût personnel. Après, l'application, elle fait le job, donc il n'y a rien à dire. C'est voilà. Et il y a un petit truc
je suis en train de discuter évidemment avec eux. Moi, vous me connaissez. Hein. Dès que j'ai un truc en main, je leur envoie immédiatement des rapports avec des suggestions disant il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. J'aimerais bien ci. Et en particulier, je trouve que les applications entre elles ne se parlent pas assez à mon goût. C'est-à-dire que vous avez réglé quelque chose sur l'application Home. Quand vous démarrez l'application Rio, il ne va pas lire l'état du chauffage. Il va prendre ce que on a dit la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai pu, par exemple, le mettre sur l'application Home Apple à une certaine température. Puis j'ai besoin de regarder une programmation ou autre chose. Je lance l'application Home. Il ne tient pas compte du fait que j'avais réglé la température de l'autre côté. Donc, du coup, quelle application prend la main sur l'autre alors? Parce que c'est infernal, ça. Ah ben, c'est ça le truc que je suis en train d'éclaircir parce que des fois, j'ai des surprises. Donc, par exemple... Oui, c'est très problématique, ça, quand même. C'est ce que je suis en train de voir avec eux. Et je pense que ça va être réglé assez vite parce que si j'ai lancé l'application Rio en premier, l'application Home, elle fait son job, elle lit l'état, elle me l'affiche. D'accord ? Si j'ai lancé l'application Home directement au départ et que je lance Rio après, elle n'en tient pas compte, voire à partir du moment où je l'ai lancé, elle va mettre son réglage à elle sans tenir compte de ce que j'ai mis côté Apple. Et du coup, on peut avoir une surprise. Moi, je pars en pensant que le chauffage est resté allumé à une certaine température et puis après, je le retrouve éteint parce que l'application Rio, qui regarde de temps en temps et pas quand je lui demande, si je l'ai laissé en hors-gel, il va se mettre en hors-gel. Et donc, soit je la lance pas, soit il faut que je l'ai laissé sur une température. Mais si je le laisse sur une température et que je l'éteins côté Apple, est-ce qu'il va pas me couper justement mon application? C'est mon seul bémol. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à lui donner pour l'instant 4,5 ou alors dire... Je prends le choix dès le départ d'utiliser l'une ou l'autre application en fonction de ce que je veux faire. Et dans lequel cas, il n'y a pas de souci. Si je ne l'utilise qu'avec l'application Home, ce qui est plutôt mon cas, je vais avoir tendance à ne pas utiliser l'application Rio. Sauf si j'ai besoin de tester une mise à jour une fois par mois ou une fois par semaine, je ne sais pas. Ou quand je vois qu'il y a une mise à jour qui est sortie. Mais... Vas-y, c'est souvent ce qui se passe, si je puis me permettre, pour les produits qui HomeKit, on a souvent tendance à utiliser que l'application maison et du coup à pas faire les mises à jour. Oui, mais ça m'embête un peu parce que si j'ai l'application sur mon smartphone, après, rien n'empêche de l'effacer et de la retélécharger si j'en ai besoin. J'ai cette petite crainte de dire, moi je l'ai réglé avec l'application Home tel que je le veux, et puis j'ai une appli derrière qui va me changer mon réglage sans me le dire. Donc, ça me perturbe un peu. Donc, bien sûr. Et il faut que j'éclaircisse ça, mais je pense que c'est une histoire de quelques jours. Hein. Les deux autres, je les ai reçus, je les ai installés hier soir. Donc, ce matin, j'étais au bureau, donc j'ai pas pu trop jouer avec. Mais je vais vraiment vérifier. Comme j'en ai 3, je peux m'amuser à faire un réglage d'un côté, un réglage de l'autre et voir qui prend la main sur quoi et est-ce que ça peut être un problème. Bon, c'est un test, Eli, comme tu l'as remarqué. Donc, nous avons besoin de synthétiser tes conclusions. Alors, les plus de ce Rio Arc Wi-Fi. Le grand plus, c'est que c'est le seul produit aujourd'hui compatible HomeKit et qu'il marche très bien. Le grand plus, c'est son prix. Le prix est vraiment très intéressant. Il a d'ailleurs... Je profite, il a légèrement augmenté de prix, puisque je pense que comme il y a eu ces histoires de Brexit et de taxes, etc., ils ont réajusté un tout petit peu le prix, parce que c'est toujours tout compris. Donc, il est aujourd'hui à 270,95 €, mais c'est un prix TTC, et ça inclut le port gratuit et c'est super rapide. Hein. Je les ai commandés vendredi soir, ils étaient chez moi mardi matin. Donc, c'est super rapide. Ouais. Donc, 270 € au départ. Quand le premier, je l'avais acheté à 255, je crois. Mais il y a eu ces histoires de TVA, de blocage à la douane et tout ça qui ont fait perdre beaucoup de temps et que Rio m'a gentiment remboursé. Donc, mais là, ceux-là sont arrivés nickel.
pas de droit de douane, pas de rien à payer. 270 €, c'est le prix. Et pour un chauffage connecté, moi je trouve que c'est plutôt un bon prix. Un autre point positif ? Le silence d'utilisation et la consommation d'énergie qui est très très optimisée. Et comme avec la prise Eve que j'ai mise sur un des chauffages, j'ai la consommation, je vais pouvoir vous suivre la consommation sur une semaine, sur un mois, etc. Et être sûr de ça. Et je le verrai évidemment sur ma facture EDF avec un compteur Linky, on a accès à ce genre de choses. Donc je pense que je vais faire de grosses économies de chauffage et c'était un tout petit peu le but quand même. Alors on passe au point négatif, les moins. Le moins pour l'instant c'est que je suis pas totalement satisfait de l'appli Rio. Je pense qu'elle devrait mieux communiquer avec l'appli Home Apple. Et je pense qu'il y a 2-3 petites choses au niveau de l'ergonomie que moi je verrais pas comme ça, mais en même temps je suis pas le développeur, hein, donc je peux leur donner des suggestions. Ils sont pas obligés de m'écouter, hein, ils ont peut-être leur raison. Mais c'est mon seul bémol, c'est ça. J'ai pas trouvé de défaut. Il est super facile à installer, même au mur, parce qu'en fait tout est déjà pré-installé sur le chauffage. Donc en fait il est livré avec 2 vis à mettre au mur et automatiquement le chauffage vient s'accrocher dessus. Donc c'est d'une simplicité enfantine. Il y a juste cette histoire de prise. Si on veut utiliser le chauffage encastré sur une prise où il y avait déjà une arrivée pour le chauffage, il faut couper le fil. Je pense pas que ce soit difficile, mais peut-être que souvent le chauffage va être mis au mur, placé en fixe. Peut-être qu'une prise amovible aurait été plus simple, mais je ne sais pas si au niveau de la sécurité, c'était facile à faire ou pas. Et donc ta note sur 5, Ellie ? Je dis 4,5 uniquement pour les petits trucs logiciels qui, je suppose, vont être corrigés. Si on l'utilise avec l'application Home dès le départ, en fait, il vaut bien 5. Mais sinon, 4,5 à cause du logiciel. Mais j'ai bon espoir que ça évolue. Ma maison connectée, notre rendez-vous hebdomadaire ou presque avec la domotique à la sauce HomeKit. C'est avec toi, François. Et aujourd'hui, tu as essayé de faire un test, toi aussi. J'ai essayé de faire un test sur un produit qui vaut 25 fois moins cher que le produit testé par Ellie. Alors en plus, on peut dire que ce test tombe un peu dans l'actualité parce que je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle qui est sortie cette semaine. Le HomePod mini a été démonté. Et dans cette HomePod mini, il semblerait qu'il y ait un capteur de température et d'humidité caché à l'intérieur et pour l'instant non activé. Et ça pourrait être pratique qu'Apple se décide à l'activer un jour. Alors sur les articles qu'on a pu lire, on a rappelé l'histoire de l'iPod Touch qui avait la puce Bluetooth et qui avait été désactivée à la sortie et qui a été réactivée a posteriori. Donc on peut espérer qu'Apple la sorte, que ce soit pas là juste, je sais pas, par exemple pour le taux d'humidité, pour dire non, on le répare pas parce l'humidité était trop forte, etc. J'y crois pas trop, mais je suis sûr qu'Apple va nous débrider ça. Moi, j'ai envie de tester un petit produit que j'avais repéré il y a quelques temps sur AliExpress. Un produit chinois d'une marque qui s'appelle Kingping. J'essaye de vous le faire avec l'accent. C'est un produit qui est compatible HomeKit. Le Q se prononce Ch. Tout à fait. Comme Kingping. Kingping. Qui est en fait un petit produit qui vous indique la température de la pièce et le taux d'humidité et qui a la spécificité en fait d'avoir un écran e-link. C'est-à-dire que la température est inscrite dessus, ce qui vous évite d'avoir à prendre votre téléphone ou à demander à Siri pour avoir la température. J'avais un capteur de température qui avait lâché, donc je me suis dit tiens, on va changer. J'en avais un sans la température affichée, je me suis dit on va tester ça, donc je l'ai commandé. Déjà la bonne surprise, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé de commande sur AliExpress, et les délais de livraison ont été vachement réduits, dans la mesure où sur les produits que j'avais pu commander il y a 1 an et demi, 2 ans, généralement on était sur un bon mois et demi, et là ma commande en fait est arrivée en 1 semaine et demie, 2 semaines, directement de Chine. Donc, belle surprise. Donc ce petit produit se présente sous la forme d'un rond en fait, que vous pouvez soit fixer au mur, vous avez un support autocollant, et il y a un système d'aimant, ou alors vous pouvez le mettre, il y a un petit chevalet, vous pouvez le mettre sur une table ou sur un bureau. Tu nous le montres en pour grand, ceux qui ont la version vidéo ? Si tu veux. Ah bah oui. Oui. Voilà. Donc effectivement il est rond.
Avec vous avez un petit ces support. chiffres. Ouais, effectivement. Ouais. Qui fait chevalet. Donc vous avez à la fois les degrés et c'est Fahrenheit, si je dis pas de bêtises. Hein. En fait, vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Vous avez l'indication du niveau des piles. Alors déjà ça, ce sera le premier bémol. Hein. J'ai mis en marche l'appareil hier et j'ai déjà plus que 2 piles sur 5. Sachant que la pile était censée être pleine. Donc déjà, c'est étrange. C'est une pile bouton, c'est une pile CR2532 de mémoire, qui se change assez facilement, mais pour une pile neuve, déjà plus que 2 niveaux. Je trouve ça étrange. L'autre petite chose, c'est que j'avais pas bien regardé au moment de passer la commande. Pour moi, c'était un produit qui allait se connecter en Wi-Fi, et c'est un produit qui est Bluetooth. Donc ça veut dire que le produit doit pas être trop loin de l'Apple TV qui sert de pont. Déjà, petit bémol, c'est là où j'ai regretté de ne pas avoir un produit Eve qu'on a évoqué, qui aurait eu la technologie Thread, parce que là, je l'ai positionné dans ma chambre, et de temps en temps, il a tendance à se déconnecter. Mais la très mauvaise surprise que j'ai eue, c'est qu'hier soir, je l'ai jumelé à ma maison. C'est tout simple, il y a le code HomeKit qui est noté à l'arrière de l'appareil, vous lancez l'application maison, vous faites plus, vous scannez le code, ça apparaît. Très bien. 10 minutes après, il le mettait hors ligne. D'accord. Je me suis dit bizarre, je me suis dit c'est peut-être lié au Bluetooth, je suis trop loin de l'Apple TV. Si je suis juste au-dessus, la pièce est au-dessus de l'Apple TV, donc il n'y a pas de raison. Donc je me suis dit, je le redescends, je l'ai remis à côté de l'Apple TV, fonctionnait pas. Ok, je l'ai supprimé d'HomeKit, j'ai essayé de le remettre, et là il m'a dit que le produit existait déjà, alors que je l'avais supprimé. Donc il a fallu le réinitialiser. Donc, pour le réinitialiser, c'est pas compliqué, vous maintenez le bouton appuyé à l'arrière pendant quelques secondes, ça le réinitialise. Super. Je l'ai relié. Ça a marché. 10 minutes. Oh non. Et il avait redisparu. Donc là, j'ai fait OK, super. Donc j'ai commencé à chercher sur Internet et j'ai vu qu'il y avait une application qui existait. Donc j'ai téléchargé l'application Qingping. Puis j'ai regardé, je me suis dit, c'est peut-être qu'il faut mettre à jour le produit. Ce que j'ai fait tout à l'heure, avant l'émission. Et là, ça apparaissait bien. J'ai perdu 2 crans de batterie en faisant la mise à jour. Donc pas cool. Là, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé. Donc c'est une marque qui est assez connue, qui fait surtout des produits compatibles avec l'écosystème Aquara de Xiaomi. C'est le premier produit compatible HomeKit, donc si vous l'achetez, faites attention, il y a 2 versions. Il y a une version pour Xiaomi, et il y a une version qui est compatible HomeKit, vous avez un petit H à la fin. Donc c'est le Temp NRH Monitor H version in English. Donc vous avez intérêt à bien prendre ce modèle-là. Maintenant, moi, si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est d'attendre un petit peu. Oui. Et puis, je ne manquerai pas de faire un retour dans les semaines qui viennent. Je pense changer la pile déjà et voir si c'est mieux. Maintenant, sinon, vous pouvez vous diriger vers le superbe produit que Ellie nous a présenté la semaine dernière, de Eve, qui fait à peu près la même chose, en plus, et qui a l'air de marcher mieux. Lui. Et qui arrive bientôt. D'ailleurs, si tu veux me l'envoyer, Ellie, pour que je le teste, il n'y a pas de souci. Volontiers, dès qu'il me l'envoie, j'espère qu'il me l'envoie. C'est normalement prévu le 25 mars la sortie, et donc il faut que je les rappelle pour voir un tout petit peu s'il est possible d'en avoir un, dans lequel cas je me ferai un plaisir de te le passer. Merci, mon cher Ellie. C'est l'heure de passer à table, comme toutes les semaines dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, avec toi, Ellie. Entrée, plat, dessert. Oui, mais l'entrée va être très rapide, hein, parce que en fait, mon ami François devait avoir très faim, car il m'a piqué mon entrée, puisque je voulais vous parler des petites choses cachées dans les HomePod mini, à savoir le capteur de température et l'humidité. Mais maintenant, vous savez déjà tout. Donc, ça nous permet de passer directement au plat de résistance principal. Voilà. Et là, c'est un peu le cassoulet du jour. Hein. C'est du lourd. Oui, parce que c'est Free, et Free est un acteur que, en tout cas, moi, j'aime bien, que je suis depuis longtemps, et on leur a plusieurs fois reproché, et pas que moi, de ne pas s'intéresser aux professionnels. Et donc, on a eu, il y a quelques jours, un message sibyllin qui nous invitait à une conférence de presse qui avait lieu mardi matin, pour parler de FreePro. Et donc, évidemment, j'étais là pour la conférence et je n'ai pas été déçu, car FreePro est une offre pour les professionnels, tu l'as dit en introduction, donc il y a une nouvelle Freebox
qui s'appelle la Freebox Pro, qui est une Freebox qui a été conçue pour fonctionner en milieu professionnel, et les composants sont censés tenir pendant 10 ans, et les rackables dans une baie 19 pouces, donc pour les professionnels qui ont des serveurs, ils savent de quoi je parle. Et là, des caractéristiques qui sont assez sympas. Il y a une puce d'intelligence artificielle qui fait de l'autodiag et de la prédiction de panne. Donc, elle regarde tout le temps le fonctionnement des composants et elle est capable de détecter une panne avant qu'elle se produise et de la communiquer à la cellule de veille qui travaille sur le produit. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a une baie qui permet de mettre 2 disques à l'intérieur, que ce soit du disque traditionnel ou du SSD. Et puis, il y a quand même un certain nombre de choses importantes qui viennent compléter l'information qu'on a donnée au début. La première, c'est que le réseau est un réseau spécial. C'est-à-dire que on ne passe pas par la connexion fibre habituelle, grand public. Là, on passe par un réseau qui a été conçu avec des spécialistes. Ils travaillent entre autres avec Jaguar Networks, qui est une des références en France pour ce genre de choses. Et qu'ils ont acheté l'année dernière. Absolument. Absolument. Et justement, on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Eh ben, ouais, on a la réponse 1 an après. Tu as totalement raison. Donc, ils nous disent que la latence a été largement optimisée, qu'on n'aura pas de fluctuations genre entre 18h et 20h quand tout le monde rentre à la maison ou avec le confinement et qu'ils lancent tous des applications de streaming. Ça, des fois, on a des petites surprises même sur une fibre. Donc, le débit, effectivement, peut aller jusqu'à 8 gigas. Vous savez que c'est une technologie EPON 10 gigas, mais en effectif, c'est entre 7 et 8. Et par contre, le upload a été poussé. Vous savez que chez Free, normalement, c'est 600 mégas en upload, ce qui est beaucoup. Là, en fait, on est à 1 giga, ce qui veut dire que en upload, c'est encore plus rapide. Il y a un certain nombre de choses. Alors, on a parlé du prix, mais je vais vous expliquer. Souvent chez Free, ça a été le cas avec la Delta, on regarde le prix et on ne regarde pas ce qui est compris dans le prix. Donc, l'abonnement Freebox Pro ou Free Pro est proposé à 39,99 € par mois la première année et ensuite il passe à 49 €. Donc, très bien. C'est ce qu'a dit Xavier Niel à la conférence de presse. Après, quand on lit le site et les caractéristiques, c'est hors taxe. Alors que normalement, les prix qui sont annoncés en public sont censés être des prix TTC. Mais il est vrai que comme on s'adresse à des professionnels... Ben oui. Oui, mais ça fait 20% d'écart quand même. Hein. Et oui, ça permet d'afficher un prix plus bas. Voilà. Donc, du coup, la réaction que j'ai eue autour de moi de certaines personnes en disant « Oui, mais attends, c'est hors taxe, hein, donc c'est pas 39,99 par mois, c'est 20% plus cher. » Oui, cela est vrai. Mais qu'y a-t-il dans ce prix-là ? Bon, vous avez la Freebox Pro avec son installation et toutes les choses dont on a parlé, mais il y a un disque dur qui est déjà dans la boîte. Bon, ça fait 40 €, donc il est dedans. Il y a le modem 4G, qui est un modem 4G externe. Hein. Il y a une liaison dédiée entre la box et le modem. Ça peut être fait aussi en Wi-Fi, mais sinon il y a une liaison câblée. Et un système qui, en cas de coupure de la fibre, bascule automatiquement sur la 4G. Donc c'est pas à l'intérieur de la boîte, comme on a pu dire ou lire ici et là. C'est vraiment un modem qui ressemble un peu à un modem Huawei, hein, donc, et que d'ailleurs Free commercialise séparément. Hein, donc ils ont une offre 4G pour ça. Et là, il est livré dans la config de base. Il y a aussi, dans ce modem, une carte SIM prépayée. Donc il n'y a rien à payer puisque ça sert de bascule, c'est compris dans le prix. Il y a aussi un abonnement téléphonique gratuit, illimité en 5G. Donc ça veut dire que déjà la première personne qui l'utilise, il a de la 5G sans la payer, mais avec la Freebox Pro, il y a 10 cartes SIM qui sont livrées dans la boîte et que l'entreprise peut
activer au fur et à mesure de ses besoins, soit en faisant une portabilité au fur et à mesure d'autres numéros. Et là, le nombre d'abonnements est à 9,90 € et c'est illimité. C'est-à-dire que vous pouvez... C'est pas parce qu'ils envoient 10 cartes SIM d'avance que c'est limité. Si vous avez 25 collaborateurs, ils ont de la 5G à 9,90 €. Et là, il n'y a pas d'offre sur le marché qui se rapproche. Parce que même chez Free, en grand public, c'est 19,90 ou 15,90 si vous avez une Freebox. Là, on est à 9. Donc, pour une 5G qui s'appelle Pro, mais bon. C'est à tester. Mais François si vous fait la moue. Pardon ? François fait la moue sur la 5G Pro de Free. Alors... C'est pas la plus rapide déjà de base, donc... Alors attention, la question a été posée par des journalistes. C'est en train d'évoluer et il y a même eu des articles là-dessus. Au départ, ils ont fait un choix qui était un choix de couverture et ils sont passés sur la fréquence 700 MHz qui était la fréquence disponible partout, de façon à dire immédiatement on a de la couverture. Mais depuis, ils sont en train d'allumer au fur et à mesure leur réseau 3,5 gigas qui du coup est le même qu'Orange, SFR et les autres. Et on va avoir des vitesses comparables. Donc, c'est pour ça que je dis c'est en construction. Chacun a sa technique de déploiement. Mais en principe, on devrait avoir les mêmes performances que ce qu'on trouve chez Orange, SFR ou Bouygues. Pour quand ils sont eux-mêmes en 3,5 Go. Et donc au final, Elie, quel est ton sentiment sur cette arrivée de Free sur le marché pro ? Écoute, moi je suis plutôt content parce que d'abord on l'attendait. Je trouve que l'offre, moi par exemple, parce que certainement on est déjà Free partout, ça nous permet... Certes, je vais passer d'un 39 hors taxe, d'un 39 TTC à un 39 hors taxe, sauf que moi, à l'heure actuelle, j'ai 14 ou 15 lignes téléphoniques Free que je paye 15 ou 19 €. Donc, le fait de les passer à 9 €, dans certains cas, me fait gagner 10 € par mois. Donc, ça paye largement la différence de l'abonnement, très largement. Ensuite, il y a le fait qu'il y a un support professionnel, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'appeler la hotline grand public, où généralement c'est la croix et la bannière comme la plupart des opérateurs, là j'ai fait des essais hier, j'ai discuté avec eux, généralement ils décrochent à la 3e sonnerie. Bon, c'est vrai que c'est le début, mais on a appris à la conférence de presse qu'ils sont déjà pour le lancement 1000 personnes dans la division Free Pro. Donc, le support est en France, exclusivement en France. Il y a même un contrat premium pour les clients extrêmement exigeants qui a des avantages du style rétablissement de la ligne quoi qu'il se passe en moins de 2 heures et un interlocuteur dédié, connu, etc. qu'on peut joindre en cas de besoin. Bon, ça c'est vraiment pour les gens très exigeants. Nous, on n'en est pas à ce niveau-là. Donc moi, je suis plutôt content et... en fait, j'ai passé une commande pour passer en Free Pro. Donc, je pense que certainement, dans quelques jours, on pourra en parler et je vous donnerai mon impression. Alors, comme je suis prudent quand même, je l'ai fait pour l'instant sur le magasin de Nice. Donc, on va faire le test parce que c'est là où j'ai la plus de facilité pour tester. Et si ça marche correctement... je ferai migrer les autres boutiques du groupe aussi en pro. Il y a des petits trucs dont on n'a pas parlé, c'est un peu technique, mais il y a un VPN qui est fourni avec et géré par la Freebox. Il y a 200 gigas de cloud gratuit compris dans l'abonnement. 200 gigas, donc vous savez ce que ça coûte chez les concurrents quand on a besoin, avec un système de synchro automatique entre la Freebox et le cloud. Il y a aussi un firewall de qualité entreprise. Donc, vous savez qu'il y a de plus en plus de tentatives de hack ou de ransomware. On en a parlé, etc., etc. La Freebox Pro, je vais le tester, mais ce qu'il m'annonce, c'est que ça vaut les meilleurs firewalls du marché aujourd'hui. Donc,
tout ça, ça fait un certain nombre de petites choses sympathiques. Et puis la dernière petite cerise sur le gâteau, c'est que nous, MCS, mais je pense que la plupart de mes confrères APR ou d'autres sociétés d'informatique pourraient être dans le même cas, on a la possibilité de devenir du coup partenaire, ce qui était toujours notre souhait depuis qu'on connaît Free et qui était toujours impossible de faire. Donc on peut devenir partenaire Free Pro et du coup proposer la solution professionnelle à nos clients. Nous, 2/3 de nos clients sont quand même des entreprises, des cabinets d'avocats, des experts comptables, etc. Donc je pense que si c'est une solution qu'on maîtrise et qui a un certain nombre d'avantages, on la conseillera aux clients qui viennent au magasin nous voir. Évidemment, comme c'est une solution pro, il faut avoir un numéro SIRET. Donc, un particulier ne peut pas prendre l'offre pro. Voilà. Bon, merci Elie pour ce bon gros plat de résistance. Là, c'était hyper intéressant. Petit détail, c'est pas du Wi-Fi 6 sur la box Free Pro. Non. Mais Free n'y croit pas encore. Hein. On avait vu ça lors de la Delta. Il a dit... Absolument. Et puis, Xavier Niel a dit que le jour où la norme sera définitive et qu'il verra un avantage, il se réserve le droit de basculer parce que le firmware est upgradable. La deuxième chose, c'est que le débit n'est pas garanti. Contrairement à la plupart des offres pro qu'on voit passer, le débit n'est pas garanti, c'est-à-dire que ça annonce entre 7 et 8, mais c'est le maximum comme sur de l'offre grand public en fait. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des confrères tech et ça a fait tiquer un peu. Alors juste pour vous donner mon expérience à moi qui, au lancement de Watch, avait failli devoir utiliser une offre Orange Pro, on parlait d'un abonnement à l'époque à 2 000 € par mois. Oui. Voilà. Et finalement, j'avais réussi à récupérer un abonnement chez ce qui est devenu SFR Pro, qui coûtait quand même 650 € hors taxe par mois. Oui. Donc voilà, les 49 € de Free. Après, il faut voir le service, mais je ne suis pas sûr que ce soit inférieur à ce que j'avais à l'époque. C'est vrai que c'est imbattable. Je vous tiendrai au courant, puisqu'on va le tester. Mais moi, par exemple, j'ai à côté une Livebox Pro, donc je passe par Orange Pro. Je paye plus cher que ça. Et j'ai un débit qui est à 600 mégas. Hein. Je ne suis pas à 5 gigas ni à 7 gigas. Donc, voilà. Mais après, tu disais que l'offre était réservée aux clients avec un numéro de SIRET. Mais pour reprendre l'exemple de Watch, Watch était installé à Boulogne-Billancourt, dans une rue. Voilà, l'immeuble à côté. Donc 2 numéros plus loin, on était au 6, l'immeuble au 8 était un immeuble résidentiel avec des appartements qui avaient accès à toutes les offres grand public qui auraient suffi. Ah oui. Ils avaient accès à Orange, Free, SFR, Bouygues, etc. On n'y avait pas accès parce qu'on était, nous, identifiés immeuble de bureau, immeuble professionnel, et donc on avait accès qu'à des offres, à des tarifs pro, mais totalement prohibitifs. Si aujourd'hui, effectivement, pour 49 €, n'importe quel professionnel peut avoir un accès Internet pro, c'est quand même un sérieux coup de balai dans le marché. Hein. Le message de Xavier Niel, c'est de dire on l'a mis en plus à 39 € la première année pour que vous nous testiez. C'est une offre sans engagement. Donc, testez-nous. Et si vous êtes ravis, après, ça passera à 49 au bout d'un an. Sinon, vous êtes libre d'aller voir ailleurs. Mais je pense qu'il a l'air assez sûr de lui. Ouais. Bon, on va passer au dessert de la semaine dans ton dîner, Elie. Oui. Et le dessert, c'est la cerise pour Ted Lasso. Exactement. Vous savez que Ted Lasso est une de nos séries préférées sur Apple TV+. Et donc, là, ça y est, il a gagné l'award de la meilleure série comique dans la prestigieuse association qui s'appelle le Writers Guild of America. Et généralement, quand on gagne un prix là, ça sent bon pour les Oscars. Hein. Donc voilà, il a eu le prix et on les félicite et on est ravis pour eux. Nos coups de cœur de la semaine. On commence avec toi, François. Qu'est-ce qui t'a fait craquer ? Moi, c'est un vieux truc qui m'a fait craquer.
Ah. C'est juste un petit clin d'œil. Hier, nous avons fêté les 20 ans de macOS. Et du coup, bon anniversaire macOS 10. Eh ben, bon anniversaire. On mettra 20 bougies pour macOS. Non. Oui, t'as raison. 20 bougies pour macOS 10, effectivement. C'est ça. Cheetah. Ouais, exactement. Attends, c'est passé vite. Hein. Autant te dire que j'ai pas vu ces 20 ans passer. Ellie, ton coup de cœur à toi? Alors, c'est un coup de cœur musical. Et je vais vous le montrer en vidéo dans 10 secondes. C'est une jeune artiste qui a 22 ans, qui s'appelle Blue Jay. Donc là, on mettra l'adresse sur Twitter. Donc il a sorti un EP donc, avec 5 chansons qui sont disponibles partout. Donc Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, YouTube. Voilà, donc ça s'appelle Madness. C'est assez sympa comme style de musique. Elle a 22 ans, hein, donc elle démarre et j'avais envie, comme les nouvelles artistes, de lui donner un petit coup de pouce parce que j'ai écouté ça sur Spotify, j'ai trouvé ça très très sympa. Et donc, bah voilà, alors, vous pouvez aller voir. Elle écrit en français, mais elle est anglaise ou je vois qu'elle Non, elle est française. Elle est française, ok. Elle est française. Alors, et voilà, Blue Jay. Voilà, Blue Jay sur toutes les plateformes, vous écouterez, il y a 5 chansons et puis vous nous direz si vous aimez bien. Et ce petit album s'appelle Madness. Vous allez enfin pouvoir découvrir Explore sur l'appli Apple TV puisque c'est la fin de ce 31e épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Et merci d'abord à nos invités de Media One, Edouard Benadava et Vincent Greenbaum. 7 jours d'essai gratuit, je vous le rappelle, puis 3,99€ par mois. Vu la qualité des documentaires sur Explore, ça vaut vraiment le coup. Si vous reste un peu de sous, n'oubliez pas qu'on a besoin de vous pour continuer à développer iWeek. C'est sur Patreon que ça se passe, patreon.com/iWeek, à partir d'1,50€ par épisode, avec des avantages réservés à nos contributeurs. Rejoignez la grande famille iWeek sur Patreon, vous ferez aussi une bonne action. Merci Ellie. Avec plaisir. Et merci François. Plaisir partagé. D'avoir été fidèle au rendez-vous du jeudi avant 20h. Salut à Jean-Christophe Vigne, dont on espère le retour la semaine prochaine. D'ici là, Twitter, @iWeekNews, Instagram, @iWeek.news et Facebook. On a toujours une keynote en suspens, je vous le rappelle. Alors, restez au courant et suivez-nous. Et puis, suivez iWeek. Abonnez-vous en clair, hein c'est gratuit, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, dont désormais aussi PodCloud, les petits Français qu'on salue. Passez une très belle fin de semaine, un bon week-end, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous aux filles et salut à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ciao.